Bonjour. Le Bitcoin sera-t-il en danger pour ce début d'année? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Je voulais vous remercier pour les 6000 abonnés, parce que oui, on a enfin atteint les 6000 abonnés. Du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes habitués. 6000 abonnés, ça voudra dire que la semaine prochaine, on fera toute la semaine un giveaway de 60 $ en crypto pour vous remercier, bien entendu. Et ainsi de suite, aux 7000 abonnés, il y aura 70 $, aux 80 000, aux 8000 abonnés, 80 $, etc., etc. Donc ça, ce sera à partir de lundi prochain. Sinon aujourd'hui on verra pas d'altcoin, on va se concentrer sur le Bitcoin parce qu'à la base j'avais pas prévu de faire de vidéo puisque je viens juste de revenir de Paris où j'ai passé les fêtes et demain je repars en Espagne pour faire le nouvel an pendant 2-3 jours. Mais voilà, il y a plusieurs abonnés qui m'ont contacté pour me demander de faire un point. Donc on va faire un gros point sur le Bitcoin et voir où on en est, surtout sur les gros time frames. Et voir si le Bitcoin est toujours en danger et si la situation a évolué depuis la semaine dernière. Voilà, donc sans plus attendre, on va se diriger directement vers les graphiques et on va commencer par aller jeter un petit coup d'œil au dollar. Donc, vous savez que le dollar, il est inversement corrélé au Bitcoin et à chaque fois qu'on a des bull runs sur le dollar, grosso modo, on a des bear market sur le Bitcoin. Donc, depuis qu'on est ici et qu'on a trouvé un potentiel bottom, eh bien, on avait dit que c'était plutôt mauvais signe pour le Bitcoin et depuis ce niveau-là, le Bitcoin n'a pas réussi à s'extraire et à avoir une nouvelle jambe haussière. Ok, il a fait des légers plus hauts, 69 000 $, mais grosso modo, il est compris depuis le mois d'avril, il est dans un gros range et il consolide. Voilà. Donc, depuis que le dollar a posé son bottom, le Bitcoin, il est en galère. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? À court terme, eh bien, depuis quelques semaines, le dollar, il consolide après un top. Un peu, du coup, l'inverse du Bitcoin. Le Bitcoin, en ce moment, il consolide sur un bottom. Le dollar consolide sur un top. Donc, l'idéal, c'est que le dollar, après cette consolidation, serait qu'il reparte à la baisse, bien évidemment, pour que le Bitcoin, lui, reparte à la hausse. Voilà. Malheureusement, si le dollar devait, après sa consolidation, continuer son chemin et monter, rechercher soit la zone de rechargement de short, voire même l'objectif qui est la grosse résistance ici, eh bien malheureusement ce serait mauvais pour le Bitcoin et il faudrait s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Si par contre on a trouvé un top et qui devait commencer à corriger, on aurait peut-être droit alors du coup à un vrai rebond sur le Bitcoin et pourquoi pas aller faire des nouveaux plus hauts. Donc comme d'habitude, on continuera à surveiller attentivement le dollar. Le Bitcoin, on va commencer par le petit time frame, le 4 heures, et voir ce qui s'est passé les jours passés. Donc, on avait quoi? On va dézoomer un petit peu. On avait une trendline baissière qu'on avait cassée précédemment au mois d'octobre. On est venu faire un pullback avec une grande mèche, et depuis, on consolide dessus. Donc à chaque fois, ceux qui me suivent, on a tenté des trades dans les rectangles verts. Bien entendu, à chaque fois, on a pris nos profits sur la trendline baissière en bleu. Ensuite, il y avait possibilité d'entrer à la cassure de cette trendline ou sur le magnifique pullback qu'on a eu ici. Ensuite, on a aussi cassé la trendline baissière en rouge. Donc, on pouvait également tenter un trade ici à l'achat ou également sur le pullback ici. Et bien entendu, fallait prendre des profits. Alors, ce compris tout en bas, fallait prendre des profits sur la trendline et également sur la première grosse zone de résistance horizontale qu'on a là, environ 51 400 $. D'ailleurs, j'avais pris un short ici où j'ai pris mes profits ici également sur la trendline. Et ensuite, avec la petite mèche qu'il y a eu là, mon stop est passé. Donc, on n'a pas réussi à dépasser la première grosse résistance, les 51 500 $ environ. On a fait une petite mèche, mais grosso modo, on a rechuté. La trendline baissière n'a pas tenu et on est revenu chercher un pullback. C'est hier, je crois, hier soir, ou ce matin, très tôt. Bref, il y a quelques heures. La trendline baissière, donc ça peut être considéré comme un pullback. Et là, on est en train d'affronter une nouvelle fois, cette trendline baissière rouge. Donc voilà. Donc soit là, elle va jouer son rôle de résistance et on va repartir plus bas, soit on va arriver à la casser, peut-être qu'on va avoir un nouveau rebond. Mais grosso modo,
Comme vous pouvez le voir, la situation n'a pas trop évolué. On est toujours du coup dans ce range de consolidation. Consolidation soit qui va nous amener avec une cassure haussière pour aller rechercher dans un premier temps la zone de rechargement de short aux alentours des 57 000 aux 61 000 $. Si on la casse, bien entendu, là, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Ou une cassure baissière qui nous emmènera plus bas. Donc maintenant, on va aller jeter un coup d'œil au graphique simple, parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien le graphique simple. Le graphique simple, il est constitué de quoi? Déjà, on a un canal long terme, constitué d'une borne de hausse, haute, d'une borne basse et d'une médiane. On a également une sorte de rising wedge, donc qui marque les tops et qui marque les bottoms. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les jours précédents? Tout simplement, comme vous pouvez le voir, lors de la grosse chute, la mèche est partie rechercher pile poil le bas du canal. Ça, on l'avait vu à chaque fois qu'on casse la médiane, on va rechercher le bas du canal. Quand on casse la médiane par le haut, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Quand on est rejeté, on vient chercher la médiane, etc. etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a été recherché avec le rebond? Et bien encore une fois, on a été rechercher la médiane. Malheureusement, vous voyez, on n'a pas réussi à faire des clôtures au-dessus, on a fait juste des mèches, et du coup, on s'en est fait rejeter. Rejet également de la trendline très long terme. Vous voyez la trendline très long terme ici, c'est également ici, il y avait un très gros niveau de résistance du coup, parce qu'on avait la confluence de la médiane et de nos trendlines long terme. On n'a pas réussi à passer, rejet, voilà, et on est retourné plus ou moins au bottom des 46 000 $. Voilà. Donc maintenant, l'objectif, bien entendu, soit on va rechuter et pourquoi pas aller rechercher une nouvelle fois, parce que vous savez qu'en général, quand on fait des grandes mèches comme ça, souvent on vient les rechercher, hein, comme dirait CryptoFanta, les queues aiment être mangées. Donc souvent on vient rechercher la zone du bas de la mèche, donc on pourrait revenir une nouvelle fois chercher ici, ensuite soit ça tiendra et on rebondira, soit ça tiendra pas et on ira beaucoup plus bas, soit on arrivera enfin à casser la médiane et bien entendu la trendline long terme pour aller chercher dans un premier temps le haut du canal aux 61 000 $, qui correspond également les 61 000 $, au haut de la zone de resserrement de short. Et bien entendu, si on arrive à casser le haut du canal, les objectifs seront dans un premier temps le haut de la rising wedge et l'objectif Fibo ici en orange, donc aux alentours des 80 000 $. Dans un premier temps, bien entendu, on pourra aller au plus haut, mais dans un premier temps, ce sera le premier objectif. Ensuite, au niveau des indicateurs, on va commencer par le daily. Le daily. Donc, niveau du RSI, alors, ça, la ligne rouge que vous voyez, c'est la résistance weekly. Donc, c'est pas la résistance daily, mais vous pouvez voir quand même qu'elle est quand même un petit peu pertinente hein, en daily. Et on s'en est fait rejeter fortement, justement, sur ce rebond. Voilà, bon. J'avais pas prévu de la tracer comme ça parce que c'est ma résistance weekly, hein. Mais grosso modo, vous voyez qu'elle joue aussi son rôle en daily, souvent pertinente. Voilà. Bref, on va pas s'attarder sur ça parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer. En daily, on va commencer par les moyennes mobiles. Donc, comme vous le savez, le but du jeu en daily, c'est d'être, si vous voulez une tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile de 100 et pas en dessous. Et pour l'instant, vous voyez qu'on est repassé, malheureusement, avec la chute qu'on a eue en dessous. Et là, on est en train de se battre avec la moyenne mobile de 100. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est passer au-dessus et passer au-dessus durablement. Parce que pour l'instant, on est en dessous, donc on est en territoire neutre. Pourquoi je dis neutre? Parce que pour définir une tendance baissière, il y a deux critères. Être en dessous de la moyenne mobile de 100 et être sous Death Cross. On n'est pas encore sous Death Cross. Pour être sous Death Cross, il faudrait que la moyenne mobile 50 en orange croise à la baisse la moyenne mobile 200, chose qui n'est pas encore faite. Et pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus et être sous le Golden Cross. Donc, pour l'instant, on est en territoire neutre. Donc, on veut repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 200 et bien entendu, s'en extraire. Donc, pour l'instant, on attend. Ensuite, au niveau du MACD. Donc, le stock RSI est repassé bearish, mais le stock RSI, vous savez qu'en daily,
Il y a énormément de faux signaux, donc on s'en occupe pas trop. En général, pour prendre les signaux en daily, bien entendu, il nous faut à tout prix la confirmation du MACD parce que en daily, il n'est pas vraiment pertinent le stock RSI. Donc le MACD était passé bullish ici, sur le bottom ici, et là, pour l'instant, on va dire qu'il est sauvé. Parce qu'on s'est arrêté pile poil, vous voyez, il est comme s'il a fait un petit pullback sur la ligne bleue. Voilà, si on devait redescendre, bien entendu, il recroiserait la baisse et il repasserait bearish, mais pour l'instant, il est toujours bullish. Donc, pour l'instant, de ce côté-là, tout va bien. Ensuite, Ichimoku. Comme vous pouvez voir, lors du rebond, on a été testé quoi? Là, on a été testé la Kijun. La Kijun, c'est la ligne, ou la moyenne, c'est une sorte de moyenne mobile sur Ichimoku, qu'il faut être au-dessus pour être bullish. Vous savez que ici, à partir d'ici, nous, on est repassé plutôt bearish, une fois qu'on a cassé la, Kijun, avec confirmation en plus de la lagging span qui est passée en dessous du cours du prix. Je vous rappelle que Ichimoku, comment ça fonctionne? Pour être bullish, il faut être au-dessus de la Kijun et avoir confirmation de la lagging span qui se trouve au-dessus du cours du prix. Et pareil pour être baissier. Donc, on n'a pas eu de confirmation bullish. C'est pour ça d'ailleurs que dans les vidéos précédentes, je vous avais dit, attention, il faudra faire attention quand tout le monde va commencer à s'inflammer, une fois qu'on aura le rebond et que ça va arriver vers les 50, 51, 52, 53K, tout le monde va commencer à s'enflammer. Ce sera surtout pas le moment de faire des achats parce qu'on a des grosses résistances. On avait les grosses résistances horizontales, les résistances des moyennes mobiles, les résistances Ichimoku. Ce sera surtout pas le moment de faire des achats. Et encore une fois, vous voyez que, eh bien, c'était pas le moment de faire des achats. On fait des achats sur les bottoms, on fait pas les achats sur les résistances. Sur les résistances, au contraire, vous pouvez tenter des shorts. Donc voilà. Donc j'espère que, encore une fois, vous n'êtes pas fait avoir comme certains et n'avez pas acheté sur les résistances des 51, 52 000, 53 000. Donc, on avait bien entendu la résistance de la Kijun qui était au 51 100. On a fait des petites mèches, mais globalement, on en a été rejeté également. Voilà, du coup, maintenant, on se retrouve en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. La lagging span toujours en dessous du cours du prix, donc c'est toujours bearish. Voilà. Donc, attendre ceux qui veulent tenter des achats, qu'on repasse au-dessus avec confirmation de bougie au-dessus de la Kijun. Et bien entendu, ceux qui veulent plus sûr, vous attendez également une confirmation de la lagging span, qu'elle repasse, la lagging span c'est la ligne blanche, hein, qu'elle repasse au-dessus du cours du prix, pour avoir les confirmations. Et en 3 jours, c'est tout ce qu'on va voir. Parce que de toute façon, c'est pas le plus important. On va aller jeter quand même un coup d'œil au MACD 3 jours. Vous savez que c'est lui qui nous donne des gros bons. Hein. Le daily, il y a des faux signaux. Sur le MACD, il y a beaucoup moins de faux signaux. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé sur le MACD et le stock RSI. On a eu un croisement bullish, mais vous savez qu'un croisement bullish sur stock RSI, ça veut rien dire. La confirmation se fait qu'on repasse au-dessus de la zone de survente. Et vous voyez que on n'a pas réussi à passer la zone de survente. Et on repart plus ou moins à la baisse, on repart bearish. Le MACD, lui, il nous a donné aucun signal d'achat. Donc encore une fois, il n'y avait pas d'achat à faire. Je ne parle pas aux traders, hein, comme moi qui tentons des petits achats à chaque fois pour du court terme. Je parle à ceux qui font des achats pour du plus long terme ou des trades sur du plus long terme, des swings sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. On n'a eu aucune confirmation, ni sur le stock RSI, ni sur le MACD. Donc encore une fois, soyez patient et attendez des confirmations si vous commencez des achats. Donc d'ailleurs, on va parler un petit peu aux investisseurs vite fait. Donc, si vous faites du DCA, alors effectivement, là, on est sur une zone de bottom potentiel, une zone d'accumulation potentielle. Sur le CryptoFear, ça fait plusieurs semaines qu'on tourne autour des 20. Donc, c'est effectivement un bon niveau pour faire un palier d'achat. Surtout ceux qui commencent leur investissement, qui n'ont pas encore acheté de Bitcoin. L'essentiel quand vous faites de l'investissement, c'est... On l'a déjà dit de faire du DCA, mais c'est également d'essayer de ne pas commencer votre investissement sur un top. Donc, ne pas commencer l'investissement ici, ne pas commencer l'investissement ici, ne pas commencer l'investissement ici, et ne pas commencer l'investissement ici. Après une chute de... alors on a eu combien là? Environ 30-35%.
c'est un bon moment pour commencer, pour ceux qui veulent commencer, un DCA. Pourquoi? Bah, vous êtes sûr qu'on n'est pas sur un top de marché. On a déjà 30%, le top il est à 69 000, on est autour des 40 000, c'est un bon moment pour commencer, vous êtes sûr de ne pas commencer sur un top de marché, donc que votre investissement il sera plus rentable et que votre prix moyen sera plus rentable. Donc là c'est effectivement un bon moment pour ceux qui commencent un DCA de faire un palier d'investissement sur ces niveaux, et bien entendu si on descend plus bas, vous referez un palier, et à chaque fois qu'on descendra sur un niveau intéressant, vous referez des paliers pour avoir un prix moyen intéressant. Donc oui, ceux qui commencent un DCA, c'est un bon moment pour commencer à faire un DCA. Ceux qui ont déjà un DCA mis en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est également un bon niveau pour faire un palier d'achat. Et pareil, si on va plus bas, et vous ferez des paliers à la baisse. Et si au contraire, on avait trouvé un bottom là et qu'on reprenait la hausse, et ben vous ferez des paliers sur chaque confirmation haussière, des paliers à la hausse qui vous donneront également un prix moyen à la hausse. Alors bien entendu, pour vous, l'idéal ce serait qu'on continue à baisser pour que votre prix moyen se fasse à la baisse et avoir un prix moyen encore plus intéressant. Donc ça, c'était pour les petits investisseurs. Ensuite, maintenant, on va du coup aller voir le weekly. Alors, et on va commencer justement par le RSI, et on va remettre du coup la résistance que j'avais mis tout à l'heure. Vous la connaissez, hein, c'est autour des 53-54. Hein. C'est la zone qui détermine les bull runs des bear market. Vous voyez, quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Et à chaque fois, c'est pareil. Ça délimite à peu près les tendances haussières et les tendances baissières. Eh bien, d'ailleurs, elle n'est pas... Hop. Voilà, là, elle est mieux. Eh bien, encore une fois, sur le rebond qu'on a eu là, il y a quelques jours, on est revenu chercher cette ligne. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc, aucune confirmation également sur le RSI de reprise de la tendance haussière. Encore une fois, si vous voulez être prudent et attendre des confirmations haussières pour commencer vos achats, si une zone ça ne vous suffit pas et que vous voulez faire des achats intelligents, attendez des confirmations haussières, vous attendez les confirmations en 3 jours sur le MACD et stock RSI, vous attendez qu'on repasse au-dessus de cette zone, donc des 53-54 sur le RSI en weekly. Ensuite, on va du coup se diriger vers le MACD. Alors, le MACD en 3 jours est toujours bearish, donc vous dites bien qu'en weekly, il est également toujours bearish. Hein. On n'a eu aucun signal, même aucun croisement haussier sur le stock RSI. Là, il est toujours très bearish, donc il n'y a rien à faire à part attendre tout simplement. Et là, malheureusement, ça va prendre, même si on devait rebondir, ça prendra quand même 1 ou 2 semaines avant de passer bullish. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'achat à faire. Si vous voulez être sûr d'aller faire des nouveaux plus hauts, même le 3 jours, hein, ça ne nous assure pas d'aller faire des plus hauts. Ça peut nous donner un gros rebond, mais ça ne va pas nous donner une nouvelle grosse jambe haussière. Ça, c'est plutôt le weekly. Le weekly, lui, quand il nous donne des signaux haussiers, ça nous donne des jambes haussières plutôt conséquentes. Donc les personnes qui veulent vraiment avoir, on va parler peut-être même des investisseurs, et que vous voulez une confirmation haussière, c'est même plus le weekly que vous voulez regarder. Ou ceux qui se prennent des swings, c'est plutôt le 3 jours. Les investisseurs qui veulent vraiment aller voir le Bitcoin à 80, 100 000, 150 000 ou 200 000 $. Attendez, une seconde, j'ai mon téléphone qui sonne. Ok, désolé, on reprend. Donc, je disais que les investisseurs, vous préférez attendre des confirmations weekly. Vous avez beaucoup plus d'assurance qu'on ira chercher des nouveaux sommets que le 3 jours qui nous donnera potentiellement juste un gros rebond. Ensuite, on va aller voir également Ichimoku. Hop, Ichimoku, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on est passé légèrement au-dessus, on a clôturé une bougie au-dessus de la Kijun, hein. Mais malheureusement, comme je vous le dis à chaque fois, il faut attendre pour avoir une confirmation de breakout la bougie suivante. Il faut qu'également la bougie clôture au-dessus. Malheureusement, vous voyez, comme on l'a vu des dizaines de fois au cours des mois passés, on n'a pas eu la confirmation de la deuxième bougie. On repart en dessous. Donc, pour l'instant, on est toujours bearish sur Ichimoku en weekly. La lagging span, elle, est toujours au-dessus du cours du prix. Donc, elle est toujours bullish. Mais elle n'a pas grand support. À part, vous voyez là, on est en train d'être supporté par la Kijun. Mais grosso modo, le cours du prix, lui, il est quand même bien plus bas. Donc on pourrait chuter juste ici. Donc encore une fois,
attendez les confirmations haussières, attendez qu'on clôture de bougies au-dessus de la Kijun, donc au-dessus des environ 49 500 $. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en weekly? On a le Gaussian Channel. Le Gaussian Channel, la même histoire. On a sauvé la semaine dernière, parce que vous savez que le Gaussian Channel, hop, alors pour les nouveaux, je vais rentrer. En général, quand on pénètre dedans, eh bien on entre dans une période de bear market. Vous voyez, là en tendance haussière, on pénètre dedans, bear market. On reprend une tendance haussière, ça joue le rôle de support et on part en bull run. On vient tester, on casse, on repart en bear market. On arrive à s'en extraire, on vient tester en mode support et on part en bull run. Encore une fois, on vient tester, rebond, ça tient pas, on repart en bear market. Bull run, bear market, encore une fois, on repart en bull run, on revient tester en mode support et on part en bull run. Voilà. Mois de juillet août, on est revenu tester rebond. Alors, est-ce qu'on se trouve dans ces nombreux cas, comme à chaque début de bear market, où on vient tester, on fait un rond, ensuite on casse et on part vraiment en bear market, comme ici, vous voyez, début du bear market, rebond et ensuite on casse, début du bear market, rebond et ensuite on casse, début du bear market, rebond et ensuite on casse. Alors, est-ce qu'on est dans cette situation-là? On est venu faire un rebond dessus et ensuite, est-ce qu'on va le casser et du coup prolonger le bear market, ou c'est tout simplement un nouveau rebond, comme là on a eu un rebond. Est-ce qu'on va réussir à s'en extraire? Eh bien, il faudra attendre les clôtures, les confirmations de une ou deux bougies, soit en dessous pour confirmer que on va probablement rentrer en bear market, soit reclôturer au-dessus, de bougies qui clôturent au-dessus pour la reprise haussière et espérer aller faire des niveaux plus hauts. Excusez-moi, j'ai toujours un peu mal. Bref, donc on a sauvé la semaine dernière parce qu'on a réussi à reclôturer au-dessus, mais malheureusement cette semaine on est reparti, on est toujours en dessous. Donc ce qu'il nous faudrait qu'on évite bien entendu, c'est clôturer cette semaine en dessous du coup les 48 000 $. On aimerait bien repasser avant dimanche soir au-dessus des 48 000 $ et clôturer au-dessus. Et bien entendu la semaine d'après avoir une deuxième belle bougie verte au-dessus. Et là il faudrait probablement s'attendre une nouvelle fois du coup un joli rebond. Et pourquoi pas aller faire des niveaux plus hauts. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment, il est sur la sellette. Hein. Il est... c'est un peu qui tout double. Hein. Soit on va casser par le bas, et du coup, et bien, malheureusement, on ira sûrement faire beaucoup plus bas. Ou soit on va reprendre la tendance haussière, et on ira probablement faire, encore une fois, un nouveau plus haut. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose en weekly? Oui, on pourrait aller voir également le super trend. Voilà, donc encore une fois, la semaine dernière, on a sauvé le super trend en weekly. On a clôturé au-dessus. On est encore au-dessus d'ailleurs, parce que le super trend, il est au niveau des 44 850 $. Donc, encore une fois, on voudrait éviter d'avoir une clôture weekly en dessous des 44 500 $. Et là, on ne parle même pas de bougies, hein. Une bougie en dessous, ça suffit pour que le super trend repasse en rouge. Et voilà, ceux qui ne sont pas habitués à mes vidéos, vous savez que, enfin, vous savez pas, justement, je vous montre qu'en général, quand le super trend passe en rouge, c'est pas bon signe. Vous voyez, bull run, il passe en rouge, bear market, bull run, il est en vert, passe en rouge, bear market, vert, rouge, bon, vous avez compris le truc. Là, on a eu le premier au mois de juillet-août, on va dire faux, plus ou moins faux signal. Il est passé rouge et on a eu un rebond. Donc on n'a pas eu un bear market. Sauf si bien entendu on reclôture rouge et là on a un bear market, du coup c'était juste un pré-signal. Mais pour l'instant c'était un petit faux signal. Donc bien entendu il pourrait y en avoir un autre, hein. On n'est pas exclu, aucun indicateur est fiable à 100%, mais ce sera non pas non plus très bon signe s'il devait repasser en rouge, donc si on devait clôturer sous les 44 500 $ en weekly. Voilà, surtout qu'il y aura aussi la confirmation Ishimoku qui s'additionnera, et les moyennes mobiles, etc. Donc ce sera plutôt mauvais signe. Et pour finir, j'avais oublié les moyennes mobiles, bien entendu. Donc, pareil, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le rebond, on a été rejeté une nouvelle fois par la EMA 21. Vous savez que la EMA 21, la plupart du temps, dans les bull runs, on arrive à être au-dessus. Et quand on passe en dessous, en général,
c'est mauvais signe. Alors il y a le dernier support, comme je l'ai appelé ça, le support de la dernière chance, c'est la moyenne mobile 50, mais grosso modo, quand on est en dessous de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile EMA 21 weekly, en général, malheureusement, ça nous annonce des fortes baisses. Donc, on a rebondi sur la moyenne mobile 50, on est revenu la tester la moyenne mobile EMA 21, malheureusement, on n'a pas réussi à passer au-dessus, on s'en est fait rejeter, et une nouvelle fois, on revient tester la moyenne mobile 50. Si on commence à avoir des clôtures en dessous de la moyenne mobile 50, malheureusement, en général, il se passe quoi avec les moyennes mobiles? Eh bien, quand on clôture sous un moyenne mobile, on a tendance à aller rechercher la moyenne mobile suivante. Et malheureusement, la moyenne mobile suivante, c'est la moyenne mobile 100, et elle se trouve aux environs des 30 000 $. Donc, en gros, on irait rechercher une nouvelle fois le bottom du mois de juillet-août. Pourquoi pas faire un double bottom et repartir à la hausse. Mais grosso modo, ça nous annonce il n'y a aucun support entre les 45 000 $ et les 30 000 $ environ, 30-31 000 $. Donc voilà, on devrait éviter, encore une fois, de clôturer en dessous des 47 000 $ en weekly. Ça nous dit la même chose que l'Ichimoku et la même chose que le Super Trend, qu'il faudrait éviter de clôturer grosso modo en dessous des 46-47 000 $ en weekly. Par contre, si on arrive à reclôturer au-dessus des 51 000 $ en weekly, eh bien on pourrait reprendre une nouvelle fois, vu qu'on serait au-dessus de la moyenne mobile EMA 21, on pourrait reprendre la tendance haussière. Alors, est-ce que j'ai rien oublié en ASI? Le NVT, bien entendu. Le NVT, il est là. Hop. Donc, le NVT, vous savez que, en général, quand il passe rouge, ça nous dit attention, soyez prudent. En général, c'est très bullish, hein, ça ne veut pas dire du tout de vendre, hein, au contraire, c'est très bullish quand il passe rouge. Par contre, quand il repasse bleu, vous voyez, hop, en général, c'est le bordel, on a des grosses tendances baissières. Un petit signal rouge, il passe bleu, hop, on repart à la baisse. Là, sur le top de 2018, on a eu un petit signal rouge, on est passé bleu, hop, une grosse chute. Là, consolidation, on est rouge, il repasse bleu, une grosse chute, bon, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est à chaque fois pareil. Donc, là, on est toujours rouge. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est que je n'ai jamais vu ça sur le NVT. Vu quoi? Tout simplement, être en dessous à ce point-là de, parce que vous savez que le NVT, il n'y a pas seulement la ligne, il y a également la petite ligne jaune. En général, c'est une confirmation, ou un avertissement. Et en général, on a confirmation. Et quand on a les deux, on a le bleu et le jaune, vous voyez là, ici en général, quand ça passe bleu, ça passe en dessous également, et ça nous donne une grosse chute. Pareil, bleu, on passe en dessous, grosse chute. Bleu, on passe en dessous, grosse chute. Bleu, on passe en dessous, grosse chute. Vous voyez que je n'ai jamais vu le NVT être rouge et être en dessous, du moins sur une longue période, la ligne jaune. Et vous voyez que là, théoriquement, on aurait dû, d'après l'historique, passer en bleu. Parce qu'on est bien en dessous. Vous voyez, on n'est pas comme ici, vous voyez. Là, hop, on fait une petite excursion en dessous, mais on reste rouge, on repasse en dessous, voilà, grosso modo, tout va bien. Mais à aucun moment, on a eu une grosse excursion en dessous et on est resté bleu. Donc, bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'aime pas trop ça, voilà. Parce que du coup, on est bien en dessous de cette ligne-là, et c'est plutôt mauvais signe. Vous voyez, en général, quand on est bien en dessous, ça nous annonce des grosses tendances baissières. Mais si on s'en tient juste au fait, bon, bien c'est toujours rouge, donc théoriquement, voilà, ça nous dit que potentiellement, il n'y a rien de grave et qu'on ne va pas avoir une très grosse chute, tant du moins qu'on reste rouge. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Maintenant, effectivement, ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'on repasse, bien entendu, au-dessus de la médiane jaune. Ça me rassurerait quand même, je serais quand même un peu plus rassuré. Voilà. Mais grosso modo, il est toujours rouge, donc théoriquement, il nous dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Et pour finir, on va aller jeter un coup d'œil tout simplement au mensuel. Alors, pas le MBT, hein, d'ailleurs, vous pouvez voir que en mensuel, il est toujours bien au-dessus de la médiane, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, on va aller voir les moyennes mobiles. Et comme vous pouvez voir, on est, quand on est dans un bull run, on est au-dessus de la EMA 21. Et voilà. Donc là, bon,
c'est en gros la dernière chute en général du bear market, c'est la dernière grosse chute, c'est quand on passe sous la moyenne EMA 21 mobile en mensuel. Donc vous voyez que là on est toujours au-dessus, donc théoriquement tout va bien. On aura du gros support du coup autour des 37 000 $, hein, à peu près comme ici on avait du gros support aux 26 000 $, vous voyez, on n'a même pas touché. Là pareil, donc on a encore de la marge. Par contre, si on devait venir à casser les 37 000 $ en mensuel, et bien malheureusement, vous voyez, les fois dernières, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé la moyenne mobile 21, comme je vous dis, qu'est-ce qui se passe? On va rejoindre la moyenne mobile en dessous, donc la EMA 50. Ici, ici, et ici. Donc malheureusement, si on devait casser les 37 000 $, il y a de fortes chances qu'encore une fois, on aille rejoindre la EMA plutôt 50, et qui se trouve aux alentours des 18 000 $. Alors bien entendu, on est sur du mensuel. Donc pour casser, il faut avoir une clôture d'une bougie en mensuel. Donc on pourrait même faire une grosse mèche en dessous les 37 000 pour aller chercher les 30 000 $, mais remonter avant la fin du mois, alors je ne parle pas de ce mois-ci, je parle dans les mois futurs, au-dessus, et du coup, on serait sauvé. Mais si on devait avoir une clôture mensuelle en dessous des 37 000 $, malheureusement, le graphique nous indique qu'il y a des chances qu'on aille rechercher les 18 000 $. Mais encore une fois, on parle de clôture mensuelle. Voilà. Et en mensuel, on peut peut-être aller voir si on a quelque chose au niveau du MACD et du stock RSI. Donc le stock RSI, il est plutôt bearish, mais pour l'instant, on n'a pas eu de confirmation du MACD. Vous voyez, on est toujours bullish sur le MACD, on n'a pas encore eu de croisement bearish, on a toujours des bougies vertes. Donc pour l'instant, tout va bien. Bien entendu, si on devait avoir un croisement bearish, voilà, il faudrait s'attendre encore une fois à une grosse chute, mais pour l'instant, en mensuel, tout est encore dans le vert. Et pour finir, eh bien, on va aller jeter un œil au RSI. Donc, comme vous le savez, sur le RSI, ce qu'il nous faut, si vous voulez une nouvelle belle tendance haussière, c'est de passer au-dessus de cette ligne-là. Donc, c'est à peu près le niveau de la zone de surachat. Parce que quand on passe au-dessus de la zone de surachat en mensuel, on entre dans une belle tendance haussière. Comme ici, vous voyez, belle tendance haussière, belle tendance haussière, belle tendance haussière, hop, excusez-moi, et belle tendance haussière. Et quand on est en dessous, en général, eh bien, c'est des périodes d'accumulation. Voilà, en général, d'ailleurs, c'est des belles périodes pour commencer à réfléchir, à faire un DCA, parce qu'en général, ça nous donne une période de bear market, et c'est là qu'on peut accumuler. Voilà. Mais si vous voulez être sûr de repasser dans une nouvelle jambe haussière, malheureusement, il faudra essayer de repasser au-dessus. Et vous voyez que là, lors du rebond qu'on a fait au mois d'octobre, on a été titillé, on est légèrement passé au-dessus, mais on est directement repassé en dessous. Donc pour l'instant, on est plus en territoire de bear market, de tendance baissière. Donc voilà. En monthly, il faudra repasser au-dessus des 70 pour avoir une nouvelle jambe haussière et aller faire des niveaux plus hauts. Donc, si vous voulez voir un Bitcoin à 80, 100, 150 000 ou 200 000 $, malheureusement, ça ne se fera pas tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 70 sur le RSI. Voilà, donc pour conclure, eh bien malheureusement, il n'y a pas trop de changements depuis la semaine dernière. On est toujours dans un range, comme vous pouvez le voir, dans une consolidation. Voilà, donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a toujours la première grosse zone à passer, comme on l'a vu, avec les moyennes mobiles, Shimoku, etc. Cette zone-là, de toute façon, voilà, vous avez les deux résistances horizontales. Donc cette zone-là à passer, voilà, dans un premier temps. Si on arrive à casser donc le haut du range, cette zone-là, donc les 51-52 000 $, on ira dans un premier temps rechercher la zone de rechargement de short. Et ensuite, si on arrive à casser la zone de rechargement de short, on ira fort probablement faire des niveaux plus hauts. A l'inverse, si on casse les 46 000 $ environ en clôture weekly, eh bien malheureusement, il faudra s'attendre à ce qu'on aille beaucoup plus bas. Alors, on a du support aux alentours, on a vu des 37 000 $, et ensuite, c'est directement le bas qu'on a connu en juillet, donc les 30 000 $, et ensuite, bien entendu, on ira, si on casse tout ça, on ira probablement beaucoup plus bas, vers les 25 000 $, voire on a vu, on a le gros support de la moyenne mobile en mensuel, je crois bien, ou en weekly, aux alentours des 18 000 $.
donc qui sera probablement, si bien entendu on devait entrer dans un bear market, le bottom du bear market. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera dans quelques jours du coup, parce que là j'ai ma santé de 3 jours. Et voilà, on essaiera de voir sur les plus petits time frames qu'est-ce qui se passe. Et bien entendu, on ira jeter un coup d'œil à l'Ethereum et aux altcoins. Donc, n'hésitez pas à me demander en commentaire les prochains altcoins que vous voulez que j'analyse, du coup, la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, parce qu'on ne se reverra pas avant le 2 ou le 3, et de bonnes fêtes, profitez bien, et je vous dis à bientôt. Tchuss.